Bonjour, je suis Vincent Cespedes et je suis jeune. Jeune philosophe. C'est comme ça que les médias continuent de me qualifier. J'ai 40 ans, j'ai du poil blanc au menton, j'ai des cheveux blancs et je suis toujours jeune philosophe. Jeune philosophe inoxydable. Et pourtant, s'ils savaient, ces médias, par quel chemin j'ai dû passer pour redevenir jeune. Je me vois encore, à 23 ans, devant me battre contre 50 élèves du lycée où j'enseignais la philosophie. 50 élèves. Et moi, en face, tout seul. J'ai gagné, bien sûr. Un par un, bien sûr. J'enseignais après mes cours de philosophie le kung-fu, ma grande passion de l'époque. Le kung-fu avec une ténacité et un surentraînement absolu. Le kung-fu, c'était pour moi ma véritable passion et bien sûr la continuité naturelle de mes cours de philosophie. Alors bien sûr, pour en avoir 50, j'avais tout le lycée et donc je n'avais des élèves qui n'étaient pas dans mes cours de philosophie. C'est avec ceux-là qui me découvraient sous les traits du maître de kung-fu que j'ai eu les dialogues les plus importants. Je me rappelle encore Robert, un grand noir athlétique de 17 ans, beaucoup plus haut que moi, et évidemment qui était en admiration devant mes prouesses, devant mon contrôle, mon self-control. J'étais surentraîné, j'étais imbattable, je connaissais tous les tours et les retours qu'il voyait au cinéma, je les incarnais. J'avais même été dans une vie antérieure cascadeur dans le pacte des loups, pour vous dire à quel point ma maîtrise du kung-fu était télégénique, on va dire. Et Robert me disait, monsieur, mais en fait, le kung-fu, c'est quoi? C'est le contrôle ou l'abandon? Le kung-fu, c'est quoi? C'est être vénère tout le temps, être sur le qui-vive, sur le pied de guerre, ou au contraire, la sagesse, l'intériorité, le lâcher-prise? Eh bien, Robert, là, j'ai pas pu lui répondre. Tout professeur de philosophie que j'étais, j'ai pas pu lui répondre parce que c'était vraiment le sujet de ma vie. Est-ce que je fais ça par surcontrôle ou est-ce que je fais ça pour lâcher prise? Déjà, mon mémoire de philosophie portait sur un thème qui m'était déjà cher et qui est presque tombé du ciel, une sorte d'évidence lorsqu'il fallait choisir le sujet, l'abandon. Oh, bien sûr, l'abandon, ça, c'est pas vendeur pour un devoir de philosophie. Alors, mon professeur de l'époque, le professeur Magnard, avait dit, bon, on va faire plus compliqué. Phénoménologie de l'abandon. Bon, c'est pareil, c'est l'abandon. Et dans l'abandon, j'ai distingué 3 domaines de l'abandon. L'être abandonné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, l'homme seul au monde, face à la détresse, face à la solitude, face à l'abandon de ses certitudes. L'être abandonnant, celui qui abandonne. Celui qui lâche prise, celui qui dit au revoir. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était le 3e forme d'abandon, l'être s'abandonnant. Lâcher prise, s'abandonner au sommeil, aller à l'encontre de Morphée, s'abandonner à la musique, aller vers Mozart, vers Schubert, vers Brahms. L'abandon, ce mouvement qui va vers ce qui va vers moi. C'était vraiment à la fois mon défi intellectuel inné et à la fois ma carence existentielle fondamentale. Je n'arrivais pas à m'abandonner. Et quelque part, le kung-fu que je pratiquais, la philosophie que je pratiquais en tant que professeur, dans une institution qui me donnait l'uniforme et la crédibilité du professeur, quelque part tout ça, ce n'était pas du lâcher-prise, c'était de la suradaptation. J'étais totalement suradapté. Suradapté à un système, suradapté absolument à ce qui me donnait une fonction de contrôle, de professeur, voire de maître. Et au bout du compte, là-dedans, j'y perdais un peu mon âme. On me disait, jeune professeur de philosophie, lorsque mon premier essai sur la télé-réalité est paru en 2001, j'avais 27 ans, et en fait, j'étais pas du tout vieux, j'étais pas du tout jeune, j'étais dans une sorte d'intermédiaire flottant. J'essayais de redevenir sensible, et peu à peu, je perdais ma sensibilité. Je me vois encore appelé par mon éditrice lorsque j'avais écrit mon 2e livre, La cerise sur le béton, qui parlait des violences urbaines. Et Vincent, allô, oui, il faut absolument que tu viennes, tu vas faire l'émission Campus avec Guillaume Durand, et tu sais qui a invité en face de toi, vous allez être les 2 seuls face à face, 2 philosophes, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, c'est-à-dire l'anti-jeune militant, le réactionnaire militant, celui qui conspue contre les jeunes de banlieue, la jeunesse et le tout fout le camp. Eh bien,
figurez-vous que j'arrive dans les loges, je sortais vraiment de mes classes, j'avais un pull à col roulé, j'étais vraiment peu présentable. Et là, mon éditrice me regarde dans les yeux, me dit « C'est important pour le lancement du livre, vous êtes deux philosophes, tu es le jeune, il est le vieux, tue-le. » Ouh. Ouais, je l'ai tué. J'étais pas fier parce que c'est quelqu'un que j'appréciais. J'étais pas fier parce que c'est quelqu'un qui avait dit le plus grand bien de mon premier ouvrage. J'étais pas fier du tout parce que, outre ses tics et son côté un peu réactionnaire, j'appréciais fortement sa pensée. Mais je l'ai détruit, je l'ai tué, c'était violent, mon regard était d'acier, le surcontrôle a fonctionné, le kung-fu a fonctionné, la suradaptation a fonctionné, et je suis entré dans la caricature du jeune devant combattre le vieux. La pire caricature qui colle à la peau d'une jeunesse fantasmée dans notre société. Une jeunesse qu'il faudrait garder le plus longtemps possible avec l'appui de la médecine, des prothèses. Gardez votre jeunesse, conservez votre capital jeunesse, utilisez des crèmes anti-rides. Alors, évidemment, dans cette caricature de la jeunesse, il y a eu un coup existentiel très fort. C'est que peu à peu, à force de me prendre pour Superman, je suis devenu Superman. Ça fait mal. Je pouvais, par exemple, sortir dehors en t-shirt en hiver, sans sentir le froid grever ma peau. Je pouvais par exemple boire du café sans me brûler les lèvres, un café ultra bouillant. Je perdais peu à peu réellement ma sensibilité. Ça a commencé en faisant l'amour par les jambes. Évidemment, je devais être Superman au lit, donc j'y allais dans les prouesses pornographiques les plus élémentaires, tout kung-fuka que j'étais, et peu à peu je ne sentais plus mes jambes en plein acte. Et ce but de performance ultime commençait par me désensibiliser les jambes. C'est très compliqué, vous imaginez, en vous levant dans le métro, vous cognez les jambes des passagers qui sont autour de vous, vous ne sentez rien, vous sentez une sorte de souffle doux, vaporeux, alors que vous broyez les tibias des autres autour de vous. Et peu à peu, c'est monté jusque dans la bouche, c'est monté jusque dans tout le corps. J'avais perdu totalement ma sensibilité. Alors, j'ai eu très très peur. J'ai été voir des médecins, j'ai fait des scanners, tout ce qu'il fallait, et le verdict est tombé. Monsieur, tout va bien, vous fonctionnez bien, vous êtes simplement en pleine hystérie de conversion. L'hystérie de conversion, je ne peux pas vous l'expliquer là, c'est compliqué, mais c'est psychologique. J'étais en train, pour pouvoir être dans la suradaptation absolue, pour pouvoir avoir une identité figée, une identité qui ne se transforme plus, une identité menacée par les autres, qui devait combattre intellectuellement, physiquement les autres. J'étais en train de devenir un bloc monolithique, sans sensibilité, sans cœur, sans fragilité, sans émotion. Je le suis devenu et j'ai réalisé l'ampleur de mon malheur lorsque, effectivement, tout ça dans la vie de tous les jours, la vie privée, la vie amoureuse, je me suis regardé dans la glace un beau jour et je me suis dit, mon Dieu, je suis en couple avec une femme que je n'aime peut-être pas, insensible que j'étais. J'habite avec elle, j'ai suivi tout ce que la société avait voulu finalement me faire suivre en tant que jeune prof, habitant avec son amoureuse, petit couple Ikea où tout est prévécu, prédigéré, tout est en kit, la vie en kit, l'amour en kit. J'étais là-dedans. Je me suis réveillé. Le film Fight Club résonnait à mes oreilles un tout petit peu, et je me suis dit, voilà, soit je suis vraiment dans une démarche de philosophie authentique, soit je deviens un guignol, et je dirais, le choix a été vite fait, j'ai voulu entrer en cure, j'avais déjà fait ma psychanalyse plus tôt, j'ai dû travailler philosophiquement pour retrouver cette capacité d'abandon. Alors d'abord, quand un philosophe vise une chose, quand un philosophe veut retrouver quelque chose, en général il invente un concept, ça sera le seul concept de la soirée. Le concept de se lâcher prise, le concept de cette petite mort à soi-même où le contrôle en soi meurt et on accepte de sortir de ces zones de confort, de ces zones protectrices. On accepte d'ouvrir sa cuirasse émotionnelle, d'ouvrir son cœur, diront certaines âmes sensibles, le concept de succombance. J'étais en quête de succombance, succomber, mourir, lâcher prise, se laisser aller. Je cherchais ce Graal, s'abandonner aux autres, s'abandonner à moi-même, à mes rêves, à mon imagination que j'avais mis de côté. Et je suis entré en quête de succombance, autant vous dire en quête d'une jeunesse authentique. Alors cette quête est passée par 3 axes. Le premier axe fondamental était l'axe de l'amitié. La jeunesse, c'est
proprement ça, pouvoir créer des amitiés extrêmement profondes, parce qu'on expose non pas sa surpuissance aux autres, mais on expose sa vulnérabilité et sa fragilité. On est jeune, on a peur de la vie, on a peur du monde, mais on partage cette peur-là. Et ça donne les amitiés les plus fortes. Dans toute la littérature et la philosophie mondiale, les grosses amitiés, les immenses amitiés, se sont nouées jeunes. Pourquoi pensez-vous que sur les réseaux sociaux, nous sommes nostalgiques de nos amis d'enfance, de nos amis d'adolescence? Parce que nous étions perméables à cette époque et qu'en cherchant ces autres-là, nous cherchons nous-mêmes. Nous nous cherchons nous-mêmes dans notre perméabilité aux autres. Cette perméabilité, la vie fait qu'on doit la mettre de côté. On doit entrer dans le sérieux de l'âge adulte. On doit concevoir l'amour non plus comme ce mixte de responsabilité infinie et d'adolescence prolongée, mais l'amour comme une construction sérieuse, faite de compromis, faite de renonciation, faite de vie normale. Alors l'amitié a été un grand combat. J'ai évidemment commis des livres, parce que c'est à coup de livres que j'ai pu établir cette thérapie personnelle. J'ai écrit « Mélangeons-nous, enquête ». Et le mot est important, enquête sur l'alchimie humaine. Comment ça fonctionne l'alchimie humaine? Comment on peut entrer dans la fragilité de l'autre? Comment un peu de l'autre peut participer de mon identité? Et comment mon identité peut participer à l'identité de l'autre? L'alchimie. L'alchimie, pourquoi? Parce que dans l'alchimie, il y a du rêve, il y a du symbole, il y a de la parole. Dans l'alchimie, les identités ne sont jamais fixes comme dans la chimie. Dans l'alchimie, les identités dansent, jouent. Tout est en transformation et en métamorphose perpétuelle. Et c'est bien de ça dont j'avais besoin dans mon hystérie de conversion, dans ma cuirasse émotionnelle, que redanse l'identité en moi-même et que je puisse recomposer des liens de complicité avec les autres. Complica, être dans les plis de l'autre. Quel beau mot que la complicité. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de la complexité. Edgar Morin nous l'a bien dit. Les cybernéticiens nous l'ont bien dit. Vous le dites peut-être. Mon combat était de passer de la complexité du monde à la complicité humaine. Et je voyais dans la complicité cette amitié forte, durable, où on échange l'essentiel de nos deux humanités qui n'en forment plus qu'une. Je voyais dans la complicité le salut pour comprendre la complexité. L'amitié était un grand combat, j'ai pu faire de magnifiques rencontres, et dans la case amitié, je mets la case amour, des femmes qui n'ont pas voulu suivre cette sorte d'hypertrophie hyper masculine que j'étais, cette caricature du masculin ultra performant et dominateur, pour me dire « Vincent, ce n'est pas tes abdominaux qui comptent, c'est ta sensibilité, retrouve-la s'il te plaît, parce que je m'emmerde. » Voilà. Alors, l'amitié est passée, je devais trouver une autre chose, liée à la jeunesse, la vraie. L'irrévérence. L'irrévérence, ne pas être le professeur triste. Il y avait des professeurs gays, il y avait des professeurs magnifiques, des professeurs jeunes. Moi, j'étais une autre catégorie de professeurs, il faut croire. Et donc, j'ai dû me dépouiller de tout ce qui était référence à l'institution, référence au système, et je dirais même révérence au système. Je devais retrouver le goût de la marge, pas la marge sociale, mais la marge de la créativité, la marge du créateur qui cherche aux frontières du connu, qui va vers l'inconnu, comme dit Baudelaire, pour trouver du nouveau. Alors j'ai trouvé de belles choses dans cette forme d'irrévérence, en analysant notamment l'immense explosion philosophique qui a eu lieu en mai 1968 en France. Et j'ai compris qu'il y avait des philosophes qui étaient liés à ce mouvement-là, beaucoup moins hippies et californiens qu'on veut le dire, des philosophes français, notamment Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, évidemment inconnu, que je vous souhaite de lire, et qui évidemment m'a éclairé dans ce chemin. Et puis, dans cette recherche d'irrévérence, il y avait un troisième pilier pour retrouver ma jeunesse, le pilier de la philosophie. Une véritable philosophie, non pas la philosophie du bourgeois donneur de leçons qui dit au peuple « Venez, moi, patate chaude, je vais vous expliquer la vie, je vais vous expliquer des choses qui vont vous intimider, des références qui vont vous écraser. Alors vous allez m'applaudir, mais au bout du compte, je ne vais pas transmettre ce que j'ai à vous transmettre d'essentiel en tant que philosophe, le point d'interrogation, la plus grande invention du monde. »
Alors j'ai travaillé cette philosophie-là, j'ai arrêté d'être professeur, j'ai consacré ma vie, mon existence jusqu'aux extrêmes limites de la fatigue pour travailler dans une œuvre de philosophie. J'ai évidemment construit des systèmes philosophiques qui me permettaient de retrouver cette jeunesse-là. J'ai inventé le premier jeu philosophique, le jeu du phénix, car il en allait bien de ma renaissance. J'ai décidé de sortir la philosophie dans des lieux qui n'étaient pas philosophiques et pas intimidants. J'ai par exemple fait un cycle de conférences, de 26 conférences, 3 ans de travail au Barrio Latino, qui est le haut lieu de la salsa et des danses latines à Paris. Et je fais des ateliers en prison, je fais des ateliers en entreprise pour sortir la philosophie et comprendre que nous sommes tous philosophes. Si la philosophie, ce n'est pas faire des certitudes des armes, mais faire du doute une arme partageable, une arme pour plus d'humanité. Aujourd'hui, je suis un jeune philosophe, enfin, et j'en suis fier. Méfiez-vous, vous qui êtes encore jeunes, de refouler la jeunesse en vous-même. Parce que ceux qui refoulent la jeunesse en eux-mêmes, ce sont eux qui refoulent la jeunesse aux marges de la société. Être jeune, c'est facile, ça s'appelle l'enfance. Devenir jeune, ce n'est pas une mince affaire. Devenir jeune, se renouveler sans cesse, c'est le défi de toute une vie. Je suis un jeune philosophe et j'espère bien le rester. Hasta la muerte. Merci.